Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et avec Moguri et nous allons parler de la place de l'auteur, l'auteur avec un A majuscule dans le jeu vidéo. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va expliquer un petit peu déjà à la base le pourquoi de cet Extra Life. Donc c'est suite un petit peu à une de tes critiques, ouais. Et donc la critique de Short Piece et en particulier du petit jeu qui est lié à la sortie de cet omnibus japonais. Et donc le jeu derrière c'est Suda Goichi et toi tu es assez fan du monsieur et de ces jeux. Et donc du coup on s'est dit genre pourquoi pas faire un Extra Life sur l'auteur dans le jeu vidéo. Donc on va commencer un petit peu genre en se projetant dans le passé et quel est le premier auteur, le premier développeur, game designer ou autre, dont vous avez eu entendu parler comme ça, genre quand vous étiez petit. Donc c'est vrai que la première étape, c'est toujours, ok, on a son jeu, on joue au jeu, on apprécie le jeu ou pas, etc. Et ensuite, la démarche derrière de savoir qui l'a fait, c'est pas un truc qui est un réflexe immédiat. C'est un truc qu'on peut faire peut-être avec un peu d'âge, en souhaitant connaître un petit peu les coulisses du jeu, en souhaitant savoir qui l'a fait, et s'il a fait ce jeu-là, est-ce qu'il en a fait d'autres, et du coup, si j'ai aimé celui-là, peut-être que j'aimerais les autres, etc. Bon, tu as toute une démarche. Donc, quel est, vous, le premier auteur que vous avez découvert? Je le dis en premier, sinon je vais passer pour un gros bidon, parce que moi c'est très tard en fait, et donc ça va être Sakaguchi pour les FF. Okay. Donc maintenant dis ton truc plus vieux, et je me tape la honte. Il n'est pas meilleur. Non, pas je meilleur, ne dis pas ça. Le mien. C'est un exemple comme le... Moi non, c'est Eric Chahi. C'était tout ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire, oh, putain, le mec, bon, il a fait ce jeu, si on fait un prochain, qu'est-ce que ça va être? Oh putain, oui. Bon, c'était tous ces feelings-là, c'était avec Eric Chahi, à l'époque. Moi, ça a commencé, en fait, moi, j'ai commencé avec le MSX. Ouais. Et donc du coup, c'était des jeux japonais avec des cartouches. Ouais. Là, pour le coup, je n'avais aucune idée de qui faisait les jeux. Donc j'ai joué à Metal Gear sans savoir que c'était Kojima. Je l'ai su mais bien plus tard. Donc c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à jouer sur PC, où j'ai commencé à connaître un petit peu les auteurs et sur Amiga également. Donc moi, c'était John Romero, c'est John Carmack, les mecs qui ont fait Doom, c'était Richard Garriott pour les Ultima. C'était également du Will Wright pour SimCity. C'était pareil, Eric Chahi parce qu'on en parlait beaucoup dans la presse spécialisée française, pour Another World, également pour Heart of Darkness. Et ça, c'était avant que je rentre dans le milieu. Et donc, j'ai commencé quand même assez tôt à avoir un petit peu des noms. Et c'est venu comme ça de plus en plus où je me suis dit, genre, ok, il faut savoir qui est derrière. Et pour moi, ça a vraiment été une démarche importante. Et d'ailleurs, l'air de rien, comment vous avez appris l'existence de ces personnes? Alors là, pour le coup, Eric Chahi, moi, c'était dans le jeu, parce qu'au début d'un Another World ou à la fin, il me semble qu'on te met le nom. Le jeu lui-même. Donc voilà. Mais après, d'une manière générale, pour les autres grands noms du jeu vidéo, en tout cas les noms qui sonnent doux à mon oreille ou que je connais, c'est la presse, d'une manière générale. Et toi? Oui, pareil, oui. Enfin, à l'époque, maintenant on se renseigne de notre côté, mais à l'époque, oui, c'était quand je voyais ça dans la presse, quoi. Pour Sakaguchi, par exemple, l'exemple que je donnais, vu que j'étais à fond dans les RPG, je me renseignais dès que je voyais un RPG, tout ça, j'ai apprécié un Final Fantasy 2, 3, je me suis dit, ah tiens, ce serait peut-être... Toi, t'es plus jeune, donc du coup, je me suis renseigné de mon côté, à notre époque. Tiens, parce que je te mets parmi les vieux, tu vois, direct. À notre époque, il n'y avait pas Internet. Donc du coup, en effet, si la presse spécialisée ne parlait pas, faisait pas une interview, un portrait de l'auteur lié à tel jeu, tu ne savais pas. Donc en effet, il fallait peut-être regarder les crédits du jeu, mais ensuite, bon, ok, t'as un nom, mais tu sais pas ce qu'il a fait, le mec. T'as pas ces infos-là. Il faut qu'on te les donne. Donc aujourd'hui, c'est partout sur Internet. On a des blogs qui permettent de suivre un petit peu certains développeurs, les comptes Twitter, etc. Il y a 1 milliard de choses. Et en effet, avec la maturité du média, on a eu de plus en plus accès à ces types d'informations, et la plupart du temps via Internet. Et donc du coup, on a la GDC, donc avec les conférences de développeurs, donc des grands noms qui commencent à communiquer un petit peu sur leur début, à donner des conseils aux jeunes développeurs. On a également des gens qui étaient un peu frileux au départ, comme Nintendo, qui communiquaient pas trop sur leurs auteurs. On connaissait les jeux, mais on savait pas qui les avait faits. Donc tardivement, ils ont mis Miyamoto en avant, qui est devenu un petit peu l'ambassadeur de Nintendo. Et là, on va en parler un petit peu justement. Il y a des choses qui peuvent un petit peu déraper à ce niveau-là. C'est Miyamoto, il fait pas les jeux Nintendo aujourd'hui complètement. Il a vraiment une fonction de supervision. Donc est-ce que c'est pas un peu une triche également d'exploiter ce nom comme ça un petit peu à tire-larigot? Et puis on a également les Iwatask qui ont commencé à apparaître, qui mettaient en avant d'autres développeurs. Donc il y a toute une démarche, tout un truc qui a été fait qui fait qu'aujourd'hui on sait qui fait les jeux. Et il y a également un grand truc très important, je grille plein de plans sur mon truc, mais il y a également le financement participatif, et donc qui est
essentiel. C'est-à-dire, si on n'a pas un grand nombre de développeurs derrière, il est difficile pour beaucoup de gens, et c'est complètement logique, d'investir dans un jeu dont ils ne savent rien. On n'investit pas toujours sur un concept de jeu, on investit sur une personne. Et en l'occurrence, le jeu qui a fait démarrer un petit peu la machine Kickstarter, c'était Tim Schafer. Donc, pareil, moi sur les premiers auteurs, moi c'était pas Tim Schafer que je connaissais, c'est Ron Gilbert. Parce que vraiment mon premier gros coup de cœur c'était Monkey Island 2, et pour moi c'était juste Ron Gilbert. Donc c'était lui qui avait tout écrit, etc. Puis ensuite quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que c'était pas tout à fait ça, mais c'était quand même lui qui était derrière pas mal de choses. Et donc du coup, ouais, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'il existe des jeux d'auteur? Tu peux faire un parallèle avec le cinéma. Ouais, est-ce qu'il existe des... Oh, je vais faire un truc de connard. Je ne sais pas s'il existe des jeux d'auteurs, mais je suis sûr qu'il existe des auteurs de jeux. Enfin, c'est un vrai truc de connard que je viens de faire. Mais il se trouve que oui, c'est-à-dire qu'il y a certains développeurs, on va dire développeurs au sens large, parce que est-ce que c'est des réalisateurs, enfin, est-ce que c'est des producteurs, est-ce que c'est, je sais pas, le terme n'est pas toujours pleinement défini. Je vais parler de Suda parce que c'est de ça qu'on avait parlé à la base, qui de toute façon ont un univers tellement marqué, ont des jeux qui réutilisent tellement une certaine grammaire à chaque fois qu'on est obligé de les considérer comme des auteurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils nous forcent à réintégrer chacun de leurs jeux dans une ludographie, c'est moche comme mot, que dans une voilà. Ils nous le forcent parce qu'ils ont une personnalité très forte, chacun de leurs jeux. D'autres, mais c'est pas systématique parce qu'il y a d'autres séries de jeux, on se fout complètement de savoir qui en est l'auteur. Enfin, c'est-à-dire, on va même pas se poser la question qui a fait ça, si ce n'est quelle boîte a fait ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un FIFA ou même un Call of Duty, le réalisateur, j'ai l'impression qu'on s'en fout. Enfin, qu'on s'en fout. Que la plupart des gens n'en ont pas grand-chose à foutre et que du moment qu'on dit c'est EA ou c'est Activision, les gens sont contents. Oui, mais même d'une manière générale, quand on va en parler sur Internet ou dans un magazine ou à la télé, on va pas dire Call of Duty Ghost, voilà, la dernière production je sais pas, Michael, je sais pas, on sait pas, mais on sait même pas comment il s'appelle, alors que c'est notre métier, tu vois ce que je veux dire. Donc on sait même pas le mec au scénario de Call of Duty, moi je sais pas qui c'est, je sais pas s'il y en a un. J'ai une petite idée. Sur certaines séries, on a tendance à pouvoir facilement identifier. On met un nom, les Metal Gear, ça va être Kojima. Tout ce qui est Sim, ça va être Will Wright. Et donc, assez facilement, on peut donner des noms comme ça. Justement, par exemple, tu vois, Will Wright n'était pas sur le dernier SimCity. Non, sur le dernier, il était parti avant. Oui, pour le coup, c'était il y a quelques années. Cas, maintenant, c'est plus le cas. Mais par contre, il y a certaines séries où on ne sait absolument pas. Et là, du coup, par exemple, Halo. Et là, on peut parler un petit peu de la volonté des éditeurs de temps en temps mettre en avant quelqu'un. Donc, c'est une démarche qui est quelque part promotionnel. C'est-à-dire c'est facile ensuite derrière d'identifier une personnalité et de faire en sorte que cette personnalité soit le moteur d'achat du jeu. Et donc du coup, et ensuite ça peut soit venir de l'éditeur, soit venir de la personnalité de l'auteur lui-même. Donc moi, un des premiers auteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, genre en vrai quand j'ai commencé à travailler en presse P, c'était Peter Molineux. Et donc Peter Molineux, on le connaît. Peter Molineux, c'est vraiment un super communicant, il est très très bon, il avait fait Populous, moi j'étais un fan mais immense de Populous. Et c'est vrai que lorsqu'il venait dans les rédactions et qu'il te présentait son prochain jeu, tu disais putain, ça va être le meilleur jeu de la Terre. Et ensuite, lorsque le jeu sortait, t'étais là, genre finalement c'était pas le meilleur jeu de la Terre. Ah, il nous a bien motivé, il est fort. Et t'en as comme ça, t'as des formidables orateurs, comme le mec de Gearbox, Randy Pitchford, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Et qui effectivement, qui m'avait vendu du rêve, même sur Duke Nukem, je sais pas quoi. Hein. Donc, il s'appelle Pitchford, il sait te pitcher. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Je crois que et lui, il tue le mec des studios Turn-10, je crois, c'est pour les Forza. Oui, ouais. C'est ça. Il parle super bien, il te donne envie de t'intéresser aux voitures. Alors que moi, je n'ai rien à foutre. J'ai même pas mon permis. Enfin, tu vois, je m'en bats les couilles. Ouais, j'ai peur de la vitesse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais il t'en parle, tu dis ah ouais putain. Mais ce qu'il te parle en tant qu'auteur de jeu. Il te parle, tu sais parce plus. Que ça peut aussi être un communicant assumé entre guillemets, tu vois. Parce qu'il y a une différence entre le communicant qui va parler, qui va représenter un studio, et ces auteurs dont on pourrait dire qu'ils sont peut-être fantoches un peu, qu'on te met comme ça.
Parce que déjà aussi, oui, on l'a pas trop dit, mais donc le fait de placer un auteur comme ça de jeu de manière importante par rapport au reste, ça vient du cinéma, c'est ce qui avait été fait au moment de la nouvelle vague, de dire que le réalisateur est presque plus important que le reste. Mais ça fait encore débat, parce que tu sais qu'il y a énormément de monde qui bosse sur un jeu vidéo. Peut-être tout à l'heure, tu as parlé de scénariste, peut-être que c'est évidemment très important aussi, et tout ça, donc c'est dur de donner une réponse définitive qui est le plus important dans un jeu, et peut-être qu'elle est même pas légitime, cette question, peut-être qu'on s'en fout en fait. Et donc, t'as ces communicants assumés, mais t'as aussi ces auteurs dont on peut se demander parfois, comme tu parlais d'Iwata tout à l'heure, plutôt Miyamoto. De Miyamoto, Ouais. On peut se demander quel poids aujourd'hui ils ont réellement sur les jeux, à part peut-être l'idée de base, même pas, ou peut-être dire parfois ça oui, ça non. Ouais. Et pourtant, ils sont présentés comme des auteurs à part entière encore. Ouais. Et ça, c'est vraiment une question de... Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a une prise de risque du coup de la part des éditeurs, c'est-à-dire le fait de mettre en avant comme ça un auteur de façon très importante, ça permet de fédérer un certain nombre de personnes. Donc, on va s'attacher à un personnage et on va suivre ses jeux. Donc, pour Nintendo, c'est Miyamoto. Donc, on va prendre un exemple hors jeu vidéo pour les studios Ghibli, c'est Miyazaki. Et donc, à partir du moment où Miyazaki, par exemple, va arrêter de faire des films, on peut s'interroger sur l'avenir même de la boîte, donc sur l'avenir de Ghibli. Pour Ghibli, oui, la question s'est posée mille fois. À chaque fois qu'il disait c'est mon dernier jeu, on a bien vu l'impact que ça pouvait. Mon dernier film, pardon. Le jour où Miyamoto va quitter Nintendo ou va arrêter de faire du jeu vidéo, on peut vraiment s'interroger sur la pérennité de la boîte. Et peut-être dans une moindre mesure, mais quand même, ça aurait quand même son petit impact. Ça pourrait être la même pour Nomura et Square Enix. Même si, bon, la Square Enix, Square Enix, c'est particulier parce que c'est le reflet de pas mal de studios japonais qui ont perdu leurs auteurs, justement. Dans les années 90, tu avais des gens qui sont devenus connus, qu'on les aime ou pas, enfin qu'on les apprécie ou pas, les Iga, les Inafune, je pense surtout à Yu Suzuki, qui est le mec qui a créé genre tous les plus grands jeux de Sega et qui a été mis un petit peu après l'échec de Shenmue. A disparu quoi. Et chez Square Enix, ça t'en as eu pas mal et t'en as vu qui ont voulu monter leur propre boîte comme des... Ouais, voilà. Le Sakaguchi qui a fait Mistwalker. Sakaguchi qui a fait Mistwalker et qui maintenant fait des jeux de surf. Enfin, il fait plus grand chose. Il fait des jeux surf ou du surf. Il attend la vague. Mais ça, c'est un truc qu'on peut comparer aussi au cinéma, justement. C'est ces auteurs qui essayent de dire je vais monter ma boîte de prod, histoire de faire ce que je veux, quoi. Dans le jeu vidéo, ça a moins marché jusqu'ici. Donc c'est vrai qu'on comprend la logique du coup du nom label. C'est-à-dire on a, comme au cinéma, on a John Carpenter présente, on sait qu'on va voir un film de Carpenter, le film va avoir une identité, il va rester dans un genre qui est celui de la série B. Et donc on a également Sid Meier présente. Donc Sid Meier présente, on sait à quoi s'attendre. Ça va être un jeu de stratégie, ça va être assez complexe. Donc le nom est important et définit quelque part l'œuvre elle-même. Donc c'est au-delà d'une cohérence interne sur des thématiques, c'est vraiment le genre en fait, c'est un nom qui a collé à un genre. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que dans le jeu vidéo, il y a des auteurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas coller leur nom en haut à côté du jeu, etc., mais clairement ils ont une démarche créative qui fait qu'on peut dire genre ce jeu-là, à mon avis c'est le même mec qui a fait ce jeu-là. Pour certains, je pense. Clairement. Tu vois que le Suda Goichi, c'est lui presque... ou Genova Chen, Zad Game Company, on reconnaît leurs jeux. Ueda, on reconnaît ses jeux. Donc Ueda, c'est avec la Timiko, là. Et là, justement, on se dit aussi que l'auteur, l'air de rien, donc un auteur se crée également sur un succès. Donc il est assez rare que ce soit un jeu que personne n'y a joué, donc du coup tu vas pas le connaître et il n'aura pas le même relief. Donc Ueda a rencontré de grands succès donc avec Ico et Shadow of the Colossus, 2 chefs-d'œuvre absolus, et clairement il y a des thématiques communes de jeu, on sent qu'il y a une patte derrière, il y a une volonté, il y a un auteur, il y a quelqu'un qui veut faire passer un message, idem pour Eric Chahi, clairement sur l'ensemble de ces jeux il y a des thématiques qui sont fortes et qui reviennent régulièrement, un petit peu comme c'est le cas au cinéma. Ensuite ça donne pas pour autant à cet auteur la liberté de s'exprimer comme il le souhaite. Donc on voit ce qui se passe avec Ueda, dont on attend The Last Guardian depuis très très longtemps. Au final, Last Guardian. Et donc du coup, l'auteur n'est pas toujours... Le problème, c'est peut-être qu'on le laisse trop s'exprimer, justement. C'est peut-être qu'il met trop de temps à faire son truc et qu'on ne lui dit pas assez derrière, si, rends-le maintenant ton jeu. Des fois, parce que... C'est peut-être plus ça que l'inverse, je pense. Et là, on revient sur un truc qui est, en effet, le jeu vidéo, c'est, pour moi, c'est une œuvre, mais c'est également un produit commercial. Donc du coup, on doit le sortir à un moment donné, ça doit rapporter de l'argent, ça doit toucher un certain public. Il y a également des jeux qu'on peut considérer un petit peu comme vitrine pour un éditeur, comme il y en a des films vitrines pour un studio. Donc on sait que le studio, que le film va pas rapporter énormément d'argent, mais par contre, il va rapporter énormément de prix. Et donc du coup, ça permet de valoriser toute la boîte elle-même.
Donc il y a plein d'exemples. Donc à partir du moment où tu as un prix au Festival de Cannes, tu vas pas faire les mêmes entrées qu'Avengers, a priori. Oui. Mais c'est quand même très très important et tu vas avoir un certain public qui va être là. Et donc du coup, on va suivre cet auteur et les producteurs derrière ont toute une aura, ont beaucoup de choses. Et c'est pareil un petit peu pour le jeu vidéo. Ouais, mais après, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un succès et beaucoup de renommée pour parler d'auteur, par exemple. Et ça va vraiment prouver ce que je dis, parce que je me souviens plus du tout du nom de cette personne. Mais donc un japonais qui avait fait, si je me gourre pas, Electroplankton, et qui avait fait avant ça, il avait bossé sur Otoki, qui est un des premiers jeux musicaux qui a été créé. Cet homme-là, et depuis, il a créé le Tenori-on pour Yamaha, je crois, donc il y a un instrument, il est carrément parti. Ouais. Ce mec-là, dans le jeu vidéo, il a toujours eu une ligne directrice. Tu vois, donc c'était musical, il était dans l'éphémère aussi tout le temps, vu qu'Electroplankton, tu pouvais pas sauvegarder tes choses, tes créations. Donc on peut parler d'auteur au sens qu'on l'entend justement dans le cinéma suite à la nouvelle vague, tout ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a un vrai univers, une ludographie, tu es obligé de remettre ses choses, de remettre ses jeux. Lui, on peut parler de ça, pourtant il n'est pas très connu. Ouais. Et donc la notoriété n'est pas indispensable, je pense, pour parler d'auteur. Ouais, voilà. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Et aussi dans le jeu indé, vu qu'il y a des studios beaucoup plus réduits, tu peux plus facilement parler d'auteur dans le sens tout simplement où il y a moins de monde impliqué et que donc parfois c'est une seule personne qui le fait, mais pourtant ces gens sont inconnus parfois. Et c'est peut-être plus justifié de parler d'auteur pour eux que pour, je sais pas, mais par exemple Ken Levine. On dit c'est un jeu Ken Levine, tout ça, bon, c'est un jeu irrationnel. Et on a vu ce qui s'est passé récemment avec les problèmes qu'il y a eu dans le studio. On a un peu tous eu tendance à dire « Ah, pauvre Ken !» Parce que, bon, il a une aura très forte, mais est-ce que ça étouffe pas un peu tous les gens qui bossent derrière lui ? On ne sait pas. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et c'est vrai que bon, avec le développement de tout ce qui est réseaux sociaux, etc., on a l'opportunité de suivre, de choisir un petit peu ces auteurs et de les suivre réellement. Et là, ça se pratique réellement pour la scène indé. Donc, je pense à un studio comme Vlambeer. Donc, ils ont une patte, ils ont des intentions. C'est très souvent des jeux pixel art avec des gameplays extrêmement immédiats. On prend un auteur comme Terry Cavanagh, là je parle clairement d'auteur. Donc lui, il est tout seul sur ses jeux. Donc du coup, il va faire la musique, il va faire le gameplay, il va programmer, etc. Et donc, il est logique de trouver une espèce de cohérence dans ce qu'il fait. Et donc, moi, je trouve que c'est très intéressant et que c'est un peu notre boulot à nous aussi de mettre en avant cette cohérence et de faire émerger des auteurs réellement en réfléchissant sur l'ensemble de leur création. Et donc ça, il y a deux démarches en fait. Il y a des journalistes qui considèrent qu'il ne faut pas parler des auteurs, il ne faut pas parler des coulisses. On va juste s'intéresser au jeu lui-même. Est-ce que le jeu il est bon ou il n'est pas bon ? Point. On s'arrête là. Ouais. Donc on ne veut pas faire d'interview, on ne veut pas rencontrer les développeurs, on ne veut pas faire de press tour, on ne va pas aller faire une démarche de rencontre pour savoir quelles étaient les intentions derrière le jeu. Et donc il y a cette possibilité-là. Et l'autre possibilité, c'est vraiment de s'intéresser aux coulisses et de considérer que pour que le média arrive à maturité, il faut casser cette idée de produit, il faut passer du statut de produit à celui d'œuvre. Et donc du coup, moi, pour No Life, je considère qu'il est important, et c'est pour ça qu'on a une partie introduction dans nos critiques, où on met en avant le studio, on met en avant la personne ou les personnes qui ont développé le jeu, on reparle un petit peu de leur création précédente, et comme ça, on a un petit peu un recul sur le titre lui-même, ce qui nous permet de mieux appréhender, de mieux comprendre ce qui fonctionne ou non dans un jeu, et quelles étaient les intentions au départ, tout en sachant à la fin, avec la conclusion, si ça vaut le coup ou pas d'être acheté. Mais il y a différentes façons de voir les choses. Et moi, je trouvais, on en a discuté un petit peu avant, même si des auteurs commencent à émerger, on a eu des auteurs à une certaine époque, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, des auteurs rockstar. C'est un truc qui faisait rêver, donc je pense à David Perry. David Perry qui se faisait prendre en photo à côté de son hélicoptère. Il y avait aussi John Romero avec sa Ferrari, il se faisait prendre en photo à côté de sa Ferrari. Et ça faisait rêver, ça, c'est ce développeur rockstar. Et donc aujourd'hui, on n'est plus vraiment là-dessus. On a en plus de plus en plus sur la scène indé des gens qui s'investissent très personnellement dans le contenu de leur jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir des thématiques compliquées, la dépression, les relations sociales, etc. Ce genre commence à émerger. Donc on avait des jeux indépendants qui étaient vraiment des jeux avec des gameplays qui revenaient un petit peu vers le passé, avec des graphismes très pixel art. Et là maintenant avec un petit peu tout ce qui est les walkers, donc où on a des jeux en vue subjectif, où l'idée n'est plus de shooter quoi que ce soit, mais vraiment de faire passer un message, de faire passer une émotion, et au final le gameplay est en retrait.
Donc du coup, il y a une évolution comme ça qui est passionnante et qui fait que je considère que c'est justifié réellement de plus en plus de parler d'auteurs dans le jeu et de les mettre en avant et d'essayer de mieux comprendre ce qu'ils essayent de faire. Ouais, même si je pense pas qu'il faille nécessairement dire qu'un... Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas forcément des jeux d'auteur parce que c'est connoté, on a tendance à connoter ça, genre tu dis un film d'auteur, la plupart des gens vont dire ouais, un film chiant. Alors que bon, c'est con parce que pas forcément les films de série B, les films de genre, c'est complètement des films d'auteur. Alors que non, tu veux dire que c'est pas chiant, c'est l'inverse de chiant, mais pourtant c'est complètement des films d'auteur. Et pareil pour le jeu vidéo, je pense. Tu vois, c'était pas obligé d'y mettre des thématiques fortes et dures comme on en voit maintenant pour parler d'auteur. Et s'il y a moins d'auteurs rockstar maintenant, c'est peut-être aussi qu'ils gagnent moins de sous. Que les rares qui cartonnaient à l'époque. Peut-être, ouais. Je veux dire, après, ça dépend des gens. Enfin, je veux dire, dans ces grands noms, dont certains qu'on a pu citer, il y en a qui palpent bien et il y en a qui palpent bien parce qu'ils ont ce nom-là, parce qu'ils ont. Mais à l'époque aussi, tu vois, ça correspond à une certaine époque faste pour le jeu vidéo, avec peut-être un peu moins d'acteurs dessus et plus de stars qui marchent mieux. C'est des créations de genre aussi. Oui, voilà, c'est genre ça. lorsqu'on avait Wolfenstein 3D, Doom, c'est clair que là, t'as la planète gamer entière qui se jetait sur le truc, qui découvrait quelque chose. Donc évidemment, ça générait beaucoup d'argent. Et pour les SimCity, c'est pareil. Les SimCity, ça donnait Sims. Sims, c'est une galaxie hallucinante. Une époque où le piratage aussi c'était bien répandu, c'était plutôt facile, donc je sais pas ce qu'il palpait exactement. Ah, beaucoup. Hein. Il s'est acheté une Ferrari. Hein, s'il s'est acheté une voiture c'était de avec sport, du shareware. Une Ferrari, une Lamborghini ou une Lotus. Une Lotus. Voilà. C'est une des trois marques, c'est ça? Bah oui. Ah, d'accord, ok. Bah ouais, Thierry. Non, mais je pense que... c'était Lotus ou non, ouais, c'était trop bien. Que dire d'autre sur le sujet? On peut parler aussi de la problématique Phil Fish. C'est-à-dire de temps en temps, un auteur, c'est quelqu'un... Mais c'est un paratonnerre aussi. Ouais, on n'est pas spécialement, lorsqu'on crée un jeu et que le jeu nous appartient complètement, on a tendance, les gens ont tendance à vouloir en savoir plus sur toi. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas les épaules pour pouvoir communiquer genre facilement avec les autres, surtout par le biais des réseaux sociaux qui tronquent carrément les choses. Et donc du coup, il s'écroule. Ce qui s'est passé avec Phil Fish, qui n'a pas su du tout gérer son image de marque, gérer sa communication, c'était une vraie catastrophe. Et donc du coup, c'est un peu délicat, même si des auteurs, au final, Ueda, on l'a pas entendu beaucoup. Il s'exprime pas des masses, il est assez caché. Protégé, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, alors dans la catégorie aussi des noms comme ça qui sont mis en avant, mais au final ça tourne un petit peu cacao. T'as le Matsuno avec ce Kickstarter de Unsung Story là, où ça c'était pas clair, ou à l'instar d'un des projets de Schaffer là, on avait mis un nom en avant pour générer du financement. Et que après, on n'était pas sûr de l'implication justement de cette personnalité. On peut parler de name dropping en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça. On n'était pas sûr de son implication. Il y a eu des trucs bizarres. Bah non, mais attendez, finalement, parce que moi je participe pas trop à ce jeu. Non, mais si en fait je participe à ce jeu. Enfin, c'était bizarre et c'était vraiment beaucoup basé sur un nom et même sur plusieurs noms, parce que dans Unsung Story, il te mettait en avant Matsuno, mais il te mettait en avant aussi Sakimoto Sensei. Enfin, il te parlait de plusieurs grands noms comme ça, alors que bon, les mecs c'était des inconnus qui étaient là et puis juste qui avaient réussi à choper des noms. Mais ça c'est encore une fois quelque chose qui vient du cinéma quelque part, parce que tu as eu ces trucs, alors il me semble que c'était le cas pour Desperados par exemple, on disait Desperado, je crois que c'est au singulier. On disait Tarantino, c'était peut-être pas produit par Tarantino, voilà, ou genre Tarantino a aimé, on te mettait le nom Tarantino quelque part sur l'affiche. Fait par la même boîte qui voilà, tu vois, au départ on te met, au départ c'est produit, ça veut encore dire quelque chose, et après ça finit par vouloir dire en gros Tarantino il a lu le pitch et a dit que c'était pas mal. Mais au final c'est ça, et donc c'est un peu le cas pour Unsung Story, il a fallu que Matsuno dise non mais en fait je bosse pas trop dessus, et suite au tollé que ça a provoqué, non mais si quand même un peu, bon, c'est pas clair, il y a un autre studio là qui s'est lancé en Kickstarter sur un jeu dont j'ai oublié le nom, et qui pareil commence par dire Double Fine présente. Ouais. Et donc tu vois, tu les vois dire oui nous on aime beaucoup ce jeu, c'est-à-dire que tu vois Double Fine parle donc par l'intermédiaire de, j'ai oublié son nom, Double Fine, Tim Schafer, ouais, bien sûr, c'est lui qui parle en premier du jeu, c'est lui que tu vois en premier dans la vidéo avant de voir les développeurs du jeu. Ça c'est complètement du name dropping et c'est encore une fois quelque chose qui utilisait un auteur qui a été reconnu, et c'est quelque chose qui vient complètement du cinéma. Je trouve aussi. que c'est bien aussi parce que c'est une validation, c'est-à-dire que, et quelque part que ça puisse fonctionner sur les gamers, c'est une bonne chose parce que ça signifie que les gamers de plus en plus sont curieux de savoir qui est derrière, ils savent que telle boîte a fait tel jeu, que derrière telle boîte il y a tel mec, que derrière tel jeu potentiellement il y a tel mec, voire tous ces mecs-là. Et donc du coup ça permet
bah, ça permet de jouer intelligemment, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut apprécier genre, le jeu pour ce qu'il est, mais également s'intéresser aux coulisses et derrière, potentiellement, peut-être mieux comprendre le média en lui-même et pourquoi pas commencer à soi-même vouloir créer. Je pense que c'est un truc qui incite les gens en fait à créer, de savoir. Des jolis noms, de connaître des jolies histoires, ouais, bien sûr. Clairement, si on a beaucoup parlé par exemple d'Eric Chahi à une époque, il y avait toute une histoire, ce rêve du mec tout seul dans sa cave qui fait son jeu et il sort son jeu est magnifique, est reconnu à travers le monde, c'est juste génial, c'est des belles histoires. Donc on a envie de connaître de plus en plus ces histoires. Et quelque part, pour moi, ça vient d'une démarche qui est toute bête, qui est une grande qualité humaine, c'est la curiosité. Oui, c'est-à-dire à partir du moment où on joue à un jeu, on apprécie le jeu, il me semble quasiment logique de savoir derrière, mais qui l'a fait et comme genre lorsqu'on apprécie un livre et on se dit sur cet auteur-là, il est génial, ça m'est arrivé avec James Ellroy, j'ai lu un James Ellroy, je les ai tous lus après. Donc, ou alors tu vas voir pour la première fois un film des frères Cohen, tu vas voir tous les films des frères Cohen. Pour le jeu vidéo, c'est quasiment possible dans certains cas, mais c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut aussi insister sur le fait qu'on n'est pas en train de dénigrer les jeux qui ne sont pas à hauteur, entre guillemets. Tu vois, effectivement, ça s'applique à des jeux, ça ne s'appliquera pas à d'autres jeux. Et c'est normal, et c'est comme ça, et c'est pas bien de ne pas avoir d'auteur défini ou pas. C'est plusieurs choses différentes. Si on doit garder la comparaison avec le cinéma, tu as ces films blockbusters très plaisants et tout ça. Et tu as des blockbusters d'auteurs. Et tu as des blockbusters d'auteurs aussi. Donc moi je pense en particulier à James Cameron. Ouais. Voilà. Et quelque part, oui, Ken Levine. Et c'était des blockbusters, ce qu'ils faisaient. C'est des jeux qui ont coûté une fortune. Tu as des AAA, enfin on va parler AAA d'auteurs et tout ça. Non. C'est comme ça, et c'est pas, il n'y en a pas un mieux que les autres, tout ça. Et de temps en temps, le fait de travailler sur des énormes budgets avec des contraintes commerciales qui sont énormes, avec des objectifs de succès qui sont hallucinantes, ça bride pas la création. Il est possible de créer des films d'une extrême force avec des budgets monstrueux et des contraintes monstrueuses. Oui. Et là, moi, c'est James Cameron qui vient immédiatement à l'esprit. Tu vois Avatar, tu peux le resituer dans sa filmographie très aisément. Et les thématiques sont là, genre depuis son tout premier film, depuis Terminator. Donc, du coup, je trouve ça intéressant. Et on a encore un peu de progrès à faire à ce niveau-là dans le jeu vidéo. On a déjà franchi pas mal d'étapes, donc c'est bien. Et c'est bien aussi que la presse spécialisée, à un moment donné, ait pu mettre en avant des personnalités. C'était aussi une facilité par moment, mais c'était important et ça changeait pas mal les choses. Voilà, le fait est, c'est incontestable que maintenant, on peut parler d'auteurs dans le jeu vidéo. Ouais. Comme tu dis, c'est le fait d'avoir des Double Fine présentes, enfin des Team Schafer présentes, c'est tout ça. Ça montre qu'on peut vraiment parler d'auteurs, que les gens sont prêts à avoir cette idée. Et rien que ça montre que ça avance. Dans quel sens ? Et je trouve qu'en plus, dans le jeu vidéo, on a une petite différence avec les autres médias, c'est qu'on peut quasiment parler de pool d'auteurs. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps, on suit un studio. Et le studio peut avoir des tailles très variées. Moi, par exemple, je suis toutes les productions de Vlambeer. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est un petit studio. Je suis aussi tous les jeux de Rockstar Games. Donc derrière, on sait qu'il y a deux auteurs, entre guillemets, c'est les frères Hauser. On ne sait pas exactement ce qu'ils font, parce que du coup, ils communiquent très 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 peu. Il y a peu d'interviews. C'est vraiment, là, pour le coup, communication complètement sécurisée. Donc c'est pas facile, mais il y a des boîtes comme ça qu'on va suivre, Blizzard par exemple, il y en a beaucoup d'autres, et on va s'y intéresser quelque part, et c'est aussi une démarche créative. Moi je pense aussi à des studios comme Clover, ou Platinum Games, ou Grasshopper Manufacture évidemment, et donc ils ont des pattes, tu vois, ces gens-là, et de temps en temps, la patte, en effet tu peux l'identifier, c'est plutôt ce mec-là qui a donné les intentions, qui a donné le push, mais ensuite tout le monde bosse dans cette direction-là, et tu as d'autres auteurs au sein de cette boîte qui vont émerger au fur et à mesure. Donc ça c'est intéressant, et je trouve aujourd'hui, il est difficile de faire le parallèle avec le cinéma. On n'a pas réellement de studio. Moi, je suis aucun studio de cinéma. Je suis des réalisateurs. À la limite, des séries qui peuvent du coup switcher de réalisateurs et c'est plus du tout les mêmes films. Donc, alors dans le jeu vidéo, il y a une espèce de cohérence à ce niveau-là qui n'est pas inintéressante. Dans le ciné, tu as peut-être eu plus ce phénomène de réalisateurs qui ont ouvert leur propre studio, qui ont créé leur propre boîte, et ce qui fait qu'en fait tu suis une boîte par défaut parce qu'elle est affiliée à un seul réalisateur. Mais c'est vrai que c'est les Bitmap Brothers à l'époque sur Amiga, c'était quand même quelque chose. Ou Psygnosis, c'était quelque chose. Tu suivais, et derrière, mais quelque part il y avait des gens quoi. Il y avait Ian Livingstone derrière Psygnosis, etc. Il y avait vraiment des gens qui étaient là et qui donnaient l'impulsion. Et ça, tu l'apprends plus tard. Et donc, c'est bien que aujourd'hui, qu'il y ait des ouvrages, des conférences qui soient données, qui permettent de mettre comme ça en avant un petit peu le travail qui était fait par telle ou telle personne, qui est resté pendant très longtemps dans l'ombre, et de moins en moins dans l'ombre aujourd'hui avec tout ce qui est avec Internet, quoi. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Donc, on verra quel est l'auteur que vous suivez, vous, personnellement, en ce moment. Je m'attendais pas à cette question. Donc c'est la question finale. Réponds en premier, Kevin. C'est la question finale. Ah, mais moi non plus, je m'y attendais pas, donc je pourrais...
Ouais, je vais dire Souda parce que c'est ce qui a lancé un peu cette émission, mais c'est pas forcément mon préféré parce que là tu me prends vraiment au dépourvu. C'est bête, c'est la question, tu sais, piège. Ouais, bon, j'aurais dû la prévoir cette question. Et donc je vais dire Souda parce que en tout cas pour moi c'est un de ceux dont on peut dire il est indéniablement auteur, que tu l'apprécies ou pas. Et je pense que j'ai l'impression en tout cas qu'il s'est fait autant qu'on l'a fait. Contrairement à d'autres, on a pu dire c'est un jeu estampillé lui parce que ça a arrangé tout le monde, l'éditeur, comme le développeur, comme la presse. Lui, il est venu, il a proposé quelque chose qui fait que tu reconnais un de ses jeux. Et je pense qu'il fait partie de ces gens dont il est nécessaire de remettre chaque jeu au sein d'une ludographie pour être apprécié. Il y a des jeux de Souda, si tu vois pas ce qu'il y a autour, tu vas dire qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand tu joues à un jeu Souda, c'est comme si tu signais un contrat. Et donc c'est ça pour moi qui fait l'auteur, en partie. Est-ce que tu auras une réponse Oh aussi non, bonne que non, celle-ci? non. Ok? Attends, bah du coup, je veux pas de réponse. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise David là-dessus? Cage, je sais Mais pas. non, bah oui, bah ouais, mais puis c'est une émission rigolote aussi. Non. Pour le coup, c'est un auteur. Ensuite, Oui, tu bien peux, sûr, tu peux ne pas apprécier l'auteur, mais c'est un auteur, c'est incontestable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce serait Terry Cavanagh en ce moment. Ouais. Et donc, je m'intéresse aussi beaucoup à ce que fait Sakurai. Donc, Oui. Vu que j'ai tellement aimé Kid Icarus, Uprising, donc je suis assez curieux de voir ce que va donner le prochain Smash. Alors que je suis pas spécialement fan des Smash. Mais le prochain, je vais lui donner vraiment sa chance. Donc, on n'aura pas de réponse de ta part. Tac. Nomura, FF15. Voilà. Non, mais Nomura. J'entends la 6 grille avec Square Enix. Bah non, mais justement, Nomura, c'est peut-être le dernier à l'heure actuelle chez Square Enix qui a une vraie. Enfin, je trouve. Qui a un vrai univers et t'as une charte Nomura, tu reconnais les jeux Nomura. Comme quoi, parfois chez un éditeur, les auteurs sont importants également. Ouais. Et donc, quand tu as une fuite générale de tes talents où tu ne sais pas les retenir, c'est toute la boîte qui est en péril. Est pas mal chouchouté, je pense. Ouais. Si on lui laisse traîner son FF Versus 13 et 15 depuis si longtemps, c'est peut-être que Square Enix se rend compte qu'il ne s'agirait pas trop de faire le. Mais on l'a pressurisé aussi. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Bien sûr que c'est normal. Mais on a fait des signes et tout comme quoi là, on dépasse largement. Donc, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à cette émission. On espère avoir éclairci certaines choses, vous avoir donné des pistes de réflexion pour la suite. Si vous avez des auteurs préférés dans le jeu vidéo, n'hésitez pas également à nous faire partager justement votre top 10, je sais pas, sur les forums. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.